C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un entrepreneur africain hors pair, un homme de vision. Originaire du Cameroun, Philippe Simo est un jeune trentenaire marié et père de 2 enfants. Il est le dirigeant de l'entreprise Investir au pays, créée en 2018. Philippe Simo effectue ses études primaires et secondaires à Douala. Après l'obtention de son baccalauréat en 2005, puis son DUT en 2007, il s'envole vers la France pour un diplôme d'ingénieur industriel. Il travaille pendant 7 ans dans l'industrie nucléaire avant de se mettre à son propre compte. Je n'avais pas droit à l'échec. Voici une réflexion qui lui a permis aujourd'hui de relever de nombreux challenges. Amoureux de l'Afrique, aujourd'hui, il fait comprendre aux Africains l'urgence d'entreprendre en Afrique. Découvrons sur le plateau de C'est Midi l'histoire de Philippe Simo. Cher invité, Philippe Simo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, vous êtes chez vous. Merci. Et pour vous installer, pour vous souhaiter l'aquaba, une opinion, celle de notre humoriste, Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci beaucoup. Humoriste en même temps philosophe, vous avez manqué de le dire. Psychologue, voilà, c'est nous. Autant pour moi. Oui, hein? Pardonnez? Je m'en excuse. Voilà. Non, c'est tout un état d'esprit. Vous pouvez vous excuser, mais dans la forme et dans le fond, vous ne vous êtes pas excusé. Ah non, si je le ressens vraiment. C'est la philosophie. Donc voilà, la philosophie qui est, je le disais tantôt, c'est la mère de toutes les sciences. Monsieur, quand on écoute son parcours, c'est tout un philosophe, c'est toute une philosophie. Je n'avais pas droit à l'échec. Mais pourtant, il a échoué. On ne peut pas traverser toute une... Je parle à la jeunesse. On ne peut pas traverser toute une vie sans aucun échec. Mais le problème, c'est comment appréhender l'échec. C'est comme ça que nous concevons la chose. Comment appréhender la chose? C'est-à-dire l'échec, il faut l'appréhender dans le sens positif. Il faut en tirer profit. Il faut en tirer des leçons. C'est ça. Nelson Mandela l'a dit. Il n'y a jamais d'échec. En fait, je sais pas, mais la raison pour laquelle je ris, c'est la mine qu'il fait quand il s'exprime. Non, mais il y a toute une philosophie autour. Il est sérieux. Il y a toute une philosophie autour de cette mine. Alors Nelson Mandela a dit il n'y a jamais d'échec, soit on paie ou soit on apprend. Voilà, donc c'est-à-dire la chose même la plus négative, mais il faut en tirer profit. Regardez Caniveau, les gens sont là à Caniveau, on verse l'eau sale, mais il y a quelque chose de positif dedans. Est-ce qu'il y a Caniveau, l'eau sale, est-ce qu'il n'y a pas Grenu dedans? Il n'y a pas Grenu dedans. Hein? Et c'est très bon, les grenouilles frites. Non, il y a Grenu dedans, il y a Goubama Grenu, donc il y a quelque chose de positif dedans. Voilà, il y a quelque chose de positif dedans, je dirais. J'ai déjà mangé des grenouilles frites, c'est très très bon. Mais c'est quitter dans Caniveau l'eau sale, c'est la philosophie. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il faut, même quand on échoue, c'est le sourire. Vous voyez, il faut pas, quand on échoue, on est... Non, on échoue. Oh, quel échec, je viens d'échouer, mais qu'est-ce que j'en tire profit? C'est le plus important. Comment appréhender la chose? Comment appréhender l'échec? C'est le plus important. Même, je n'ai jamais encouragé l'immigration clandestine, la migration clandestine. Les Noirs qui vont, les Africains, nos jeunes frères qui vont, je n'ai jamais encouragé ça. Mais quand ils vont, c'est déjà fait, ça est déjà là. Mais il faut en tirer profit. Tu as nagé pour arriver quelque part. Prends l'argent, retourne au pays, investis. C'est clair. Merci beaucoup. C'est clair. Franchement, après ça, il n'y a plus rien à dire. Franchement. Allez, la suite. Merci beaucoup, Dr Philo. La suite, c'est maintenant vous. C'est vous qui allez nous dire ce que vous en pensez. On est toujours en harmonie avec le sujet de ce jour. La question qu'on vous a adressée, c'est quelle est votre plus grande peur dans la vie? Et c'est Paterna Sémian, le boss de la question. Chris Paterna Sémian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel. Il existe en chaque être humain des peurs les plus insidieuses, les peurs les plus cachées qui trouvent les racines au plus profond de nous-mêmes. Quelle est votre plus grande angoisse dans la vie? La peur de se tromper de destin? En d'autres termes, quelle est votre plus grande peur dans la vie? Votre opinion nous intéresse et nous sommes à la Riviera Mbadon. Je ne veux pas échouer dans ma vie. Voilà, en tout cas, je ne veux pas échouer, faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et puis vraiment, mes parents sont tellement pauvres que je vais les enlever de la pauvreté. Ça, je n'ai pas été à la hauteur de mes attentes parce que tout le monde aspire au bonheur, à la réussite. Hein. Donc quand il y a l'échec qui survient, ça démoralise en fait. J'ai peur de l'échec parce que je ne peux pas être peut-être à la hauteur de ce qu'on me demande de faire. Et quand je sors le matin, je prie toujours
Dieu Tout-Puissant qui nous regarde, bon, je lui demande de m'aider à surmonter ce que je vais faire ou bien de m'aider aussi à atteindre le but de ce qu'on me demande de faire. Effectivement, j'ai très peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas beau. L'échec, c'est un truc qui diminue l'homme. Parce que quand on échoue dans la vie, c'est pas bon. Nous avons tous des objectifs qu'on veut atteindre. Alors quand on échoue, non seulement ça fouette notre orgueil intérieur, ça fouette notre orgueil et puis ça fait que, en tout cas, ça nous coupe, ça nous bloque certains chemins. Et selon le président sud-africain Nelson Mandela, si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Et c'est sur cette citation que je vous retrouve, Jean-Michel. À vous le studio. Merci Chris Paterna-Sémian. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de regarder un reportage du JT. C'est pas mal, c'est bien. Allez, Paterne, en filigrane, nous avions, en écoutant tous ces contributeurs, on va les appeler comme ça, qui donnaient leur opinion, en filigrane, il y avait cette idée de brider ses peurs pour atteindre ses objectifs. C'est un peu aussi, disons, l'un des éléments de l'histoire de notre invité, Philippe Simo. Vous êtes issu d'une famille modeste, vous avez vécu dans le strict minimum, 2 échecs au bac C avant d'y réussir pour la 3e fois, DUT en logistique et transport au Cameroun avant de vous envoler pour la France, avec toutes les économies, c'est bon de le préciser, toutes les économies de votre maman pour financer vos études là-bas. Voilà. Vous avez décroché, heureusement, un diplôme d'ingénieur en génie logistique. Vous êtes là pour nous parler de votre histoire, avec plein de leçons à l'intérieur. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, quelles étaient les images de votre enfance ? Alors, paradoxalement, j'ai de très bonnes images de mon enfance, parce que ce qui peut sembler paradoxal, c'est que malgré les difficultés dans lesquelles on vit en Afrique, on a beaucoup de joie, parce que finalement, on savoure les choses simples de la vie, le plaisir de jouer pieds nus, le plaisir de jouer sous la pluie, au foot, le plaisir de jouer avec des ballons en carton, ce pas des vrais ballons, le plaisir de courir dans la rue, de manger des beignets, haricots. Vraiment, je garde de très bons souvenirs de mon enfance, malgré les conditions modestes. Avec un regard aujourd'hui lointain qui peut sembler Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois ce regard aussi, ce sentiment, cette envie de se comparer aux autres et se dire, bon, moi, j'ai pas ceci, mes parents n'arrivent pas à me donner cela. Vous savez que ça arrive quand on est petit. Oui, mais alors, je n'ai jamais pris ça négativement parce que j'ai toujours su que mes parents ne me donnaient pas certaines choses parce qu'ils ne pouvaient pas me donner ces choses. Ce n'étaient pas des parents qui avaient refusé de me les donner, c'était juste qu'ils étaient dans l'incapacité. Avec les moyens qu'ils avaient, ils s'assuraient que l'on ait l'essentiel pour eux, qui était une éducation. Le reste, les jouets, les cadeaux, les gadgets, c'était accessoire. Quand il y avait, c'était bien. Quand il n'y avait pas, c'était bien aussi. Et ça, vous l'avez compris tout seul ou parce qu'il prenait le soin de vous l'expliquer? Alors ça, il le disait de toutes les façons, hein, il ne cessait de le dire. Mais ça fait quand même mal, hein, parce que parfois, tu as l'impression que « Ah, mais ça, c'est pas très cher, on aurait quand même pu. » Après, tu te rappelles que tu n'es pas le seul enfant. Vous étiez combien dans la famille? On était 4. D'accord. Donc vous êtes 4 et tu n'es pas le dernier. Donc, tu as eu ton heure de gloire quand tu étais petit. Maintenant, tu comprends que le plus petit est peut-être plus de choses. Okay. Alors, à partir de quel moment vous vous dites « je n'ai pas droit à l'échec dans ma vie » En fait, je crois qu'un des moments fondamentaux pour moi va être le départ de ma grande sœur en Europe. Parce que quand elle est partie en Europe, elle est partie beaucoup plus jeune que moi, elle est partie ado. Et donc, du coup, j'ai vu comment, après son départ, la situation financière à la maison est devenue très difficile. Parce qu'il fallait lui envoyer de l'argent pour qu'elle puisse payer son loyer. Elle était encore mineure, donc travailler, c'était impossible pour elle. Et donc, j'ai vu mes parents vraiment se saigner, stresser. Tirer les cheveux, réduire drastiquement le rythme de vie à la maison. Déjà, on n'avait pas beaucoup, mais là, ça devenait encore plus petit. Et ça m'a fait comprendre. Le nombre de repas par jour diminuait. Peut-être pas le nombre de repas, mais la qualité du repas. À ce sujet, j'ai un ami qui me racontait une fois que, quand ils étaient petits, parce qu'ils étaient nombreux à la maison, chez grand-mère, et donc, pour faire face à la difficulté de leur donner la nourriture consistante, la grand-mère mettait beaucoup de piment dans la sauce. Donc, chaque fois qu'ils mangeaient, ils buvaient beaucoup d'eau. Le temps de réaliser, ils étaient déjà rassasiés. Voilà. Désolé. Hein. Non, il y a des souvenirs d'enfance comme ça. C'est marrant, c'est drôle. Non, c'est drôle. Allez, on continue de vous écouter. Oui, et donc effectivement, donc, cette situation de ma sœur m'a beaucoup interpellé quand même, parce que je me suis rendu compte que aller à l'étranger, ce n'était pas un jeu.
C'était très exigeant. Voilà, ça demandait beaucoup d'exigences. Et je m'étais promis justement que, d'un, je n'irai jamais en Europe clandestinement, parce que c'est trop difficile. Et de deux, si j'y vais, il faudrait que je ne sois pas une charge pour mes parents. Parce que, ayant vécu cette situation de l'intérieur, je ne voulais surtout pas perpétuer ça. Surtout pas. Et puis, il y a eu 2008, l'année de votre départ en France. Oui. Je le disais en ouverture. C'est l'année où maman a rassemblé toutes ses économies pour vous permettre de réaliser ce rêve. Oui. Qu'est-ce qui a décidé à faire ça quand on sait qu'on est... Enfin, on a un budget modeste. Il y a des risques qu'on ne prend pas. Pourquoi? Comment avez-vous réussi à la convaincre de le faire? Alors en fait, je crois que beaucoup plus que moi, ma mère est la personne qui a le plus cru en moi en fait. C'est peut-être mon parcours académique qui lui a fait comprendre que cet enfant-là, il a peut-être quelque chose de particulier. Et comme cette porte-là s'ouvre, parce qu'il faut aussi le dire, mon départ en France a surpris même ma propre mère, puisque avoir un visa pour études au Cameroun pour aller vers la France, c'est souvent le parcours du combattant. Et vous étiez lancé tout seul? Je me suis lancé dans l'aventure en consultant ma grande sœur qui m'avait aidé à faire les dossiers, à trouver une école d'ingénieur, ainsi de suite. D'accord. Et donc, quand j'ai postulé pour le visa, ma mère me l'a dit des années après, mais elle pensait qu'on me refuserait le visa, en fait. En fait, elle souhaitait que ça échoue pour C'est pas qu'elle éviter de souhaitait, dépenser. c'est que pour elle, c'était le chemin normal. Comme je ne l'avais pas corrompu, comme on n'avait payé personne pour nous aider à avoir le visa, c'était normal que je ne l'ai pas. D'accord. Et donc, à partir du moment où je l'ai eu, elle a été face à un dilemme. Le plus difficile est fait. Il fallait affronter et il faut accompagner cet enfant. Et il a dû casser sa tirelire. C'est ça. Ok. Vous êtes allé en France, les choses se sont bien passées? Plutôt oui. Alors il y a eu beaucoup de surprises au début parce que l'Europe, c'est pas l'Afrique. Hein. C'est très différent. Les gens sont très froids. En plus du froid qu'il y a à l'extérieur, les gens sont très froids. C'est très très différent. C'est très individualiste, contrairement à la société africaine. Donc j'ai dû apprendre cette nouvelle culture dans laquelle il n'y a pas du tout les mêmes codes. Sachant qu'il n'y avait personne pour pouvoir m'accompagner pendant les études, il fallait en plus de la culture, parce que c'est des repas totalement différents, tout est très différent. Il fallait se familiariser à ça, et en plus, avec la difficulté des études, parce que c'est un système éducatif différent, il fallait apprendre tout ça. Et derrière, la pression quand même de se dire, maintenant que je suis là, je n'ai pas le droit de devenir un boulet pour ma famille. Il faut que très rapidement, je puisse me prendre en charge. Donc ça m'a forcément influencé dans les choix que j'ai faits quand je suis arrivé en France. Est-ce que ça vous a poussé à faire des sacrifices personnels? Oui, mais pour moi, ce n'était pas vraiment des sacrifices. C'est-à-dire que ce que tu ne connais pas ne te manque pas. J'ai jamais vécu du moins jusqu'à là, j'avais jamais vécu dans l'opulence. Donc c'était pas comme si ça me manquait tellement d'être quelqu'un. Parce que moi, pendant mes études, je suis jamais allé en boîte de nuit. Je veux dire, j'avais pas de copine. J'étais là pour étudier. Vraiment, attendez, c'est parce que vous saviez que vous n'auriez pas suffisamment d'argent que vous non, parce que je savais que pas ces loisirs. Non, parce que je savais que tout ça peut attendre. D'accord. Je savais que si je commençais à m'embrouiller avec ça, je pouvais perdre de vue mes objectifs. Et surtout que pendant que j'étais à l'école, je voyais d'autres enfants s'amuser à vivre une vie un peu déconvenue et parfois se faire renvoyer et causer de grands stress à leurs parents qui se voyaient avec des enfants pour lesquels ils avaient mis des millions pour les envoyer en Europe, revenir en Afrique sans diplôme. Donc je ne voulais pas être dans ce cas. Jean-Michel. Une question oui. Je viens de noter un élément de sagesse baoulé dans l'attitude de notre invité. Il dit, Baoulé dit, à côté tigné, il y a un bossoir à Kyolio. C'est-à-dire que la tête de poulet, ça vaut pas grand-chose. Recevoir un coup de poing, c'est vraiment disproportionné. Alors, traduction français facile. Oui, il savait sa place. Il savait sa place. Il savait qu'il ne pouvait pas prétendre à certaines choses compte tenu de sa position. Et il était conscient, il était sage. Ah, il a été sage donc pour cette période. Ok. Alors, je voulais savoir, Cassandra, cette rigueur-là, sur quoi elle a débouché? Plus tard? Oui. Ah, je suis très content parce que au final, ça m'a permis de vivre simplement, de continuer d'apprécier les choses simples et d'aspirer à plus. C'est-à-dire que, moi j'aime bien dire que la première des compétences vers l'enrichissement, c'est l'épargne. C'est la compétence sans laquelle il est impossible de bâtir quoi que ce soit. Et quand on a vécu dans des conditions difficiles, en réalité, on est habitué à vivre de manière serrée. Sans que ça ne pose problème en réalité. Parce que quand je parlais de mon enfance, je n'ai pas souffert du fait que je n'avais pas une PlayStation ou une Game Boy. Ça ne me gênait pas du tout, au contraire. Je préférais jouer dans la cour avec des copains le soir.
Mais vous étiez bien conscient du statut social de la famille? Oui, tout à fait. Après, c'était un statut social normal, parce qu'il faut le dire, je veux dire, les familles riches en Afrique, elles sont pas très nombreuses. Hein. Donc, en général, dans les quartiers, les enfants riches, on les connaît. Donc, du coup, même quand tu le vois sortir de sa barrière, tu vois bien que, même si à ses vêtements et autres, on ne joue pas dans la même... C'est pas pareil. Et on a grandi avec ça. C'est pas le même mercato. Voilà, on ne joue pas le même mercato. Du tout. Mais ça n'empêche quand même pas que, au fond de toi, tu te dis, ce serait quand même bien que mes enfants ne vivent pas les mêmes galères que moi. C'est-à-dire, il y a du positif dedans, mais si je pouvais éviter certaines choses, ce serait bien. Ok. Mais après, vous avez eu le temps d'avoir une copine, de sortir un peu, vous éclater? Ma copine est devenue mon épouse, oui. Ah d'accord, c'est bien. Alors, votre premier salaire en qualité d'ingénieur, parce que vous avez fini avec un diplôme d'ingénieur en génie logistique. Non, génie industriel en fait. D'accord, ingénieur industriel oui, voilà. de l'université de technologie de Troyes. De Troyes. Et votre premier salaire, c'était 2000 €. Ouais. Tout allait bien, vous contentiez de ce salaire jusqu'à un jour de déclic? Oui, parce que je considérais que c'était quand même bien quand je convertissais en francs CFA. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Elle est bien parfois, parce qu'elle t'empêche de dépenser beaucoup. Parce que quand tu convertis en francs CFA, tu trouves tout cher en Europe. Donc du coup, tu n'achètes pas grand-chose. Ça te fait faire des économies. Mais après, par contre, quand tu commences à toucher ce genre de somme, le piège, c'est que tu te dises, ah, finalement, c'est beaucoup aussi. Parce que tu compares ça en francs CFA et tu te dis, mais 2 millions, c'est 1,3 million, c'est un salaire de directeur général. Et même beaucoup de directeurs généraux n'ont pas cette somme-là. Donc tu te dis, en fait, très jeune, je commence à gagner des sommes que même mes parents n'ont pas gagnées. Et donc, du coup, oui, effectivement, ça pouvait sembler beaucoup. Mais à ce moment-là, j'ai quand même eu un conseil de mon père, il faut le souligner, qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a dit, écoute Philippe, je te conseille de maintenir ton rythme de vie étudiant pendant 1 voire 2 ans. J'ai respecté ce conseil pendant plus de 5 ans. Super. L'intérêt que ça a eu, c'est que j'ai continué de vivre très simplement. Je payais un loyer très bas et donc par mois, je parvenais à économiser des sommes plutôt conséquentes. C'était combien votre loyer? Oh, mon premier loyer, quand j'ai terminé mes études, était de 320 €. D'accord. Et vous avez maintenu j'ai vécu dans cette chambre d'étudiant pendant plus de 5 ans, oui. Okay. En dépit de toutes les moqueries des copains qui me disaient de déménager parce que j'étais très chiche. D'accord. Allez, on va maintenant prendre une question cette fois-ci pas du bureau de Paulus, mais plutôt de Paulus qui est empêché, donc de Chris Paternassémian. Jean-Michel, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, Paulus étant alité, obligé de garder le lit pendant quelques jours. Mais rassurez-vous, on sera là pour donner l'avis des internautes sur cette émission. Alors, nous avons retenu 3 interventions, 3 réactions. Celle de M. Michel Sankara. Il demande à notre invité quelles sont ses méthodes pour être toujours au sommet. Et puis, Idriss Tal dit l'échec est à l'origine du manque de confiance et aucun enfant n'est parvenu à marcher sans tomber. Ne pensez-vous pas que l'échec peut permettre de rebondir? Et la dernière intervention est celle de Simplice Yao. Il dit si chaque jour l'on se nourrit de pensées positives, il n'y a pas de place à l'échec dans notre vie. D'accord. Merci beaucoup, Chris Pater. Monsieur Philippe Simon, vous avez enregistré les quelques questions posées par nos internautes. Que répondez-vous? Alors, pour la première question, quel est mon secret? C'est le travail intelligent, pas juste le travail. Parce que beaucoup de gens travaillent très dur et ils n'ont pas de résultats. Il ne suffit pas de travailler très dur, parce que sinon, ce seraient les personnes qui ont des métiers de manœuvre, par exemple, qui gagneraient le plus. Or, c'est bien le contraire. Il faut ajouter de l'intelligence et de la stratégie au travail. La deuxième chose, c'est que je crois en moi. Je crois que les personnes qui ont eu des résultats beaucoup plus grands, beaucoup plus exceptionnels, n'étaient pas des fantômes. Ils avaient une tête, un cerveau, 2 mains, 2 pieds comme moi, et qu'ils ne sont pas plus intelligents que moi. Parce que je pense que personne n'est plus intelligent que moi et que je ne suis plus intelligent que personne. Des gens ont des résultats différents des miens parce qu'ils travaillent simplement différemment de moi. Donc si je travaille aussi et que j'applique les mêmes principes, il n'y a pas de magie, j'aurai des résultats. Travail, intelligence, c'est aussi nécessaire pour sortir des publicités qui poussent le public à aimer, consommer un produit. On y va. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit
NBC. C'est midi en direct sur RTI1, nous sommes de retour, merci de nous suivre mesdames et messieurs, bon déjeuner à tous et à toutes avec nous, notre invité de ce jour Philippe Simot, un entrepreneur, un jeune entrepreneur en pleine réussite qui a fondé tout son parcours, sa vie, son mécanisme de travail sur cette idée, je n'ai pas droit à l'échec. Et on peut dire que ça vous a vraiment réussi, mais est-ce que vous avez eu des échecs tout de même, très honnêtement, en tant qu'entrepreneur dans vos activités? En général, c'était dû à quoi, surtout? Il faut savoir ce que l'on appelle échec. Pour moi, échec, c'est quand tu arrêtes de courir. C'est normal que pendant que tu sois en train de courir, que tu aies mal, que tu trébuches. Oui, j'ai eu bien évidemment des moments dans ma vie dans lesquels j'ai trébuché. J'ai même beaucoup trébuché et heureusement que j'ai trébuché. Parce que comme j'aime souvent le dire, aucun enfant n'apprend à marcher sans tomber. Si quand un enfant tombe, quand il apprend à marcher, quand on lui dit « Ouh là là, c'est trop difficile, reste assis, c'est bon », ce serait catastrophique. Tout à fait. Et pourtant, cette mentalité que l'enfant a, qui est d'apprendre les choses au travers de la difficulté, c'est pareil pour apprendre à parler. Il fait des erreurs pendant son apprentissage et on le corrige. En réalité, en grandissant, on a transformé le rôle de l'échec. Le rôle de l'échec est salutaire pour quiconque veut arriver quelque part. Parce que l'échec, en fait, c'est juste une alerte pour te dire « tu n'es pas au bon endroit, il faut revenir de tel autre côté ». De nos jours, on a fait de l'échec quelque chose de honteux, de telle sorte que quand quelqu'un est en situation dans laquelle il n'a pas un bon résultat, il stresse, il ne veut pas se lancer. D'ailleurs, même beaucoup de gens aujourd'hui évitent de se lancer parce qu'elles ont peur d'échouer. Vous vous êtes lancé avec de l'audace, vous avez investi dans l'agrobusiness, l'immobilier, le foncier, l'e-commerce, l'infoprenariat. Et moi, j'insiste sur cette question-là. Quel type d'échec avez-vous fait? À quoi c'était dû en tant qu'homme d'affaires ou entrepreneur? Prenons un cas de figure très simple. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs parce que je n'avais pas de formation. Et je pense que beaucoup d'Africains échouent comme ça parce qu'ils ne se forment pas. Personne ne peut aller se faire opérer par un médecin qui ne s'y connaît pas du tout en chirurgie. Et pourtant, des gens pensent que l'entrepreneuriat, ça s'improvise. Il faut se former à l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, moi, comme beaucoup de personnes, je me suis lancé au début dans beaucoup d'activités sans aucune formation dans ces domaines-là. Et donc, je me suis retrouvé à perdre beaucoup d'argent. Par exemple, dans l'acquisition de terrain, je me suis fait rouler dans la farine à plusieurs reprises parce que j'ai acheté des terrains parfois même à des gens qui n'avaient même pas leur nom sur les documents pour vendre les terrains. Voilà. On a reçu des cas comme ça ici. Voilà. Vous êtes aujourd'hui connu grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Investir au pays, qui a 125 000 abonnés. Ouais. Qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi votre... Aujourd'hui, à quel problème de la communauté vous attaquez? C'est quoi votre philosophie en faveur maintenant de la jeunesse ou du continent africain? Alors, mon objectif, c'est de dire aux jeunes que l'Afrique, c'est comme... J'ai bien aimé cette image-là. L'Afrique, c'est comme quelqu'un qui est assis sur une chaise en or et qui mendie. C'est ça, les Africains. On est assis sur un continent immensément riche et on est quand même les derniers dans beaucoup de domaines. Et il faut que ça change. Et au travers de ma chaîne, mon but, c'est de dire aux gens, regardez ce que je fais, regardez ce que d'autres font, parce que je fais passer des entrepreneurs sur ma chaîne, pour leur dire, toi aussi, tu peux le faire. Parce que s'il a pu le faire en partant de là où il est parti, écoute, de là où tu es aujourd'hui, tu es déjà mieux placé que lui, en fait. Il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas le faire. Donc, ma chaîne a pour but de valoriser le succès, de le vulgariser afin que plusieurs se rendent compte qu'en réalité, rien ne me bloque, en fait. Je peux y arriver. D'accord. Peut-être une... oui. Vous ne restez pas qu'au Cameroun? Pas du tout. Vous avez aussi investi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, parce que l'idée pour moi, c'est de décloisonner l'Afrique aussi. Aujourd'hui, je suis très mal à l'aise quand les gens se revendiquent juste d'un petit bout du continent, sachant qu'en plus, historiquement, c'est que nous n'avons pas décidé que la Côte d'Ivoire serait ça, que le Burkina Faso, le Cameroun. On a un continent, on a les mêmes challenges, et c'est dommage que quand on commence à se parler les uns aux autres, que l'on trouve le moyen de se diviser sur des choses qu'on n'a même pas choisies, parce que ni vous ni moi n'avons choisi de naître quelque part. Ouais. Ni donc d'avoir une étiquette. Donc oui, mon discours est vraiment aux Africains, parce que ce qui marche et les problèmes du Cameroun sont ceux que je rencontre à Dakar, sont ceux que je vois à Abidjan, à Cotonou, à Bamako et ailleurs. Et comme on nous conseille très généralement en affaires, il faut penser global. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Tout de suite, une autre façon de penser, mais qui est toujours très efficace, celle à l'africaine, avec notre doyen. La minute du doyen, avec le service classique. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Très, très, très belle mentalité. Moi, je vais demander à tout le monde d'applaudir notre invité. Félicitations. Merci. J'estime, j'ai plutôt le sentiment que l'élément le plus important dans un individu, c'est sa mentalité. C'est elle
qui rend riche ou pauvre, fort ou faible, heureux ou malheureux. Cette mentalité même est le produit de plusieurs facteurs. L'intelligence, l'éducation, les expériences, le courage, l'optimisme, etc. Sachons une chose. Alors là, soyons sérieux, apprenons ça vraiment. Aucun développement économique ne peut être amorcé véritablement sans une réforme adéquate des mentalités. Tout à fait. Jeunesse ivoirienne, en bon entendeur, salut. Monsieur Philippe Simo. Salut. Voilà, merci. On va vous applaudir très fort et vous raccompagner. Merci d'être passé.